Ouais. Bah, bravo pour le film, hein. On va se tutoyer, ça vous dérange pas? Oui, Non, volontiers. ouais, bien sûr. Volontiers. Super film, hein, on en parlera tout à l'heure. Et vraiment, vraiment chouette. Ah, ça a commencé, Jade, ou pas? Tu nous donnes le top. Oui, je vous donne le top. Ah, c'est Cathy qui va parler en premier, attention, hein. Oui, je meuble. Avec Olivier. Et nous Surtout sommes en toi. direct. Bon, mais bonsoir, bonsoir tout le monde et Bonsoir. bienvenue sur ce live après ce fabuleuse expérience dont nous allons parler tout à l'heure. Alors, en attendant que le film se termine pour tout le monde et qu'on nous rejoigne sur ce live, je vais vous expliquer un petit peu le travail qui a été fait par les documentalistes du Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, qui ont fait un travail énorme sur chaque invité. Quand vous allez sur les films, vous regardez, il y a vidéo, documentation, et vous avez des fiches qui ont été faites pour tous les invités, pour tous les films, pour tous les livres. Donc vous avez des bibliographies, des biographies, les revues du muséum que vous pouvez trouver dans la bibliothèque du muséum qui parlent du festival et des thèmes du festival. Alors, je pense à la revue Relief qui est partenaire du festival, à Bout du Monde, Géoaventure, etc. Et donc, tout ce travail a été fait par l'équipe de bibliothèque du muséum qui s'est associée au festival. Et ensuite, je vous rappelle que si vous souhaitez acheter les livres des invités, alors les invités qui ont écrit évidemment, vous allez dans l'onglet librairie sur le petit bandeau vert, là, quand vous arrivez sur le site, et vous arrivez directement sur le site de la librairie. Et c'est du cliquer livrer à domicile. Voilà, donc je remercie la librairie Ombre Blanche. J'ai déjà laissé pas mal. C'est bon. Ma carte bleue a bien travaillé. Voilà. Bravo de soutenir les libraires parce que c'est le moment, ils vont ouvrir demain. Il faut tous se précipiter demain, mais en attendant aussi acheter les livres des intervenants, des participants sur le cliquer livrer. C'était très important pour nous parce que on a quand même une vocation littéraire dans l'association et beaucoup des intervenants que l'on invite sont soit purement scientifiques comme vous, soit aussi des auteurs comme Olivier, par exemple, ou Stéphane Nugas, que l'on a reçu et qu'on recevra encore demain soir. Cet après-midi, nous avons eu une rencontre avec un auteur voyageur, Ludwig Allert. Vous pourrez retrouver, ainsi que les films qui sont déjà passés et les entretiens qui sont déjà passés, vous pouvez les retrouver en replay sur le site jusqu'au 10 décembre. Donc, si vous avez raté une émission, ne vous affolez pas. Rien n'est perdu. Vous avez jusqu'au 10 décembre pour la regarder. Bien tranquillement, chez vous, sans risque, confiné, dans votre canapé et en pyjama si vous le souhaitez. Voilà. Je vais peut-être laisser la parole à Olivier et à nos invités. Oui, absolument. Puis avant on peut continuer à dialoguer, Cathy, avant que Oui. tout le monde ait fini encore dans une minute. Là, j'aimerais dire que demain, on a un programme assez chargé avec le grand photographe Reza, un des grands photographes au monde, qui sera avec nous depuis l'étranger de 16h à 17h30. La projection du film sur l'Himalaya, Mustang au Royaume de la Lumière. Et puis la rencontre avec la lauréate du prix littéraire, Capucine Trochet, qui a fait un récit étonnant, une traversée étonnante surtout de l'Atlantique, avec son petit bateau en toile de jute qui fait, si j'ai bonne mémoire, 9 mètres de long, 2 mètres de large. Toile de jute et récupération, donc une expérience de résilience parce que Capucine Trochet, l'auteur du livre, l'écrivaine, est donc atteinte d'une maladie, et elle peut s'en remettre aussi grâce à cette aventure. Et puis à 20h30, pour finir, comme tu le disais tout à l'heure, encore un film avec Stéphane Dugast et Daphné Victor sur le père de Daphné, donc Paul-Émile Victor, qui s'appelle Paul-Émile Victor, Gérard Dufroy, un film de 52 minutes et débat ensuite. Donc journée très chargée, donc c'est très bien, on arrive pile poil à 21h06. On commence, Cathy? C'est parti? Allez, moi je vais... Voilà, voilà, la magie d'Internet, je vais disparaître
et je vais vous laisser ensemble pour le live. Et bien À sûr, bientôt. voilà, on est à la fin du film, au début du débat. Donc, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Et je suis vraiment ravi d'animer cette soirée après avoir vu et revu ce film. Alors là, je suis en présence, si vous les voyez bien sur l'écran, de nos deux membres d'expédition. D'une part, Samuel Vergès, qui est à gauche, le pull plutôt clair, qui est responsable de l'expédition. Donc, on va dire, oui, c'est ça, le chef de file de cette expédition scientifique et néanmoins humaine. Hein, vous y tenez, nous aussi on y tient, puisque le festival est aussi un festival d'aventure humaine. Et puis donc Axel Pité, qui est à sa gauche, donc en fait à notre droite, voilà, en sweatshirt bleu, et qui est donc un peu, on va dire, le chargé de communication de l'expédition, mais qui s'occupe aussi plus généralement de communication scientifique dans le civil. Bravo, parce que c'est une belle aventure. Hein, on a bien vu dans le film qui est court, qui est même émouvant à la fin. On le voit que le docteur El Medico Ivan, si j'ai bonne mémoire, hein, Anko, qui est un peu ému de vous voir partir, etc. Bien sûr, vous allez revenir. Alors d'abord, une première question peut-être à Samuel. C'est pourquoi être parti là-bas? Je sais que tu es responsable tu es spécialiste en tant que physiologiste au laboratoire HP2 de Grenoble, donc d'hypoxie, de manque d'oxygène, on l'a vu dans le film, c'est bien expliqué, de carence en oxygène dans le sang. Mais pourquoi la ville de Rinconada donc? Alors, donc nous, de fait, on est un laboratoire qui travaillons sur le manque d'oxygène. Donc, c'est ce que l'on appelle l'hypoxie. Je pense que tout le monde a compris le sens de ce terme maintenant. Donc, on travaille sur différentes conditions où l'homme est confronté à l'hypoxie. Donc, ça va depuis, dans nos hôpitaux, je dirais, un certain nombre de maladies respiratoires. On parle d'une d'entre elles beaucoup actuellement. Et puis, il y a d'autres conditions sur Terre, je dirais, où on est confronté à moins d'oxygène, même si on n'est pas malade. Et l'altitude en est une. Donc, on a réalisé tout un tas d'études sur des personnes de plaine, des alpinistes, des trekkers qui se rendent à l'altitude. Et puis, les populations de haute altitude sont vraiment un modèle très intéressant d'un point de vue scientifique d'adaptation, de réponse au manque d'oxygène. Et puis, dans les livres, je dirais, était connue cette ville de La Rinconada comme la ville la plus haute du monde, mais on n'avait aucune donnée scientifique médicale de cette ville parce qu'elle est quand même très difficile d'accès. Et puis, on a eu l'opportunité, donc avec le docteur Ivan Anko, que vous avez vu, d'accéder à cette ville. Et c'est comme ça qu'on a lancé ce projet il y a à peu près 4 ans dans cette ville la plus haute du monde. Voilà, alors on va parler aussi avec Axel des conséquences. Avec toi aussi, Samuel, on va revenir sur l'avenir, hein, le retour, mais un plan plus large aussi après sur ce que ça peut nous apporter en connaissances scientifiques pour le monde entier. Mais d'abord, pour Axel, l'impact de cette expédition-là, est-ce que la com, comme on dit, est-ce qu'elle est très importante par le film, mais au-delà du film aussi? Ah oui, bien sûr. Le film, c'est un des résultats des actions de communication qu'on mène depuis désormais 3 ans. L'objectif via cette expédition, c'est bien sûr de rapprocher la science aussi de notre quotidien, d'expliquer que ce que font les chercheurs, finalement, ça peut aussi avoir des impacts, bien sûr, tant pour les habitants de la Rinconada, mais aussi pour nous, habitants de plaine. Et c'est aussi de raconter au quotidien l'histoire de ces habitants qui est particulière, vous l'avez vu, si possible avec un regard qui n'exprime pas de jugement, hein, parce que ça peut être très facile d'arriver avec notre regard européen et de se dire c'est pollué, c'est catastrophique, pourquoi on autorise ça? Voilà, le premier filtre à enlever en tout cas, c'est justement d'y aller sans jugement. Et toutes nos actions de communication depuis le début, et c'est aussi comme ça qu'on fonctionne, et l'intérêt de la science, d'être proche de l'être humain, c'est des actions qui mettent en avant l'être humain. Oui. Alors on le voit d'ailleurs, vous l'avez dit, de toute façon, vous allez revenir là-bas. Je disais que c'était émouvant. Il y a un des ouvriers de la mine d'or, un garimpero, comme on dit au Brésil, mais là on dit au Pérou, qui dit mais il n'y a jamais personne qui vient ici. Donc c'est-à-dire que personne ne s'intéresse à Rinconada. Hein. Donc je crois que c'est important. Le témoignage, je reviens un petit peu à Samuel, donc au-delà même du scientifique, le témoignage d'engagement, on va dire, de témoignage, on va dire, pour ces habitants, ils sont 50 000. Oui, c'est vrai que ce que vous dites, c'est la rareté, je dirais, des visites que reçoivent ces plus de 50 000 habitants de la Rinconada. La rareté des visites tout simplement de l'extérieur, elle est réelle parce que je me disais encore cette année, puisqu'on revient d'une mission il y a quelques jours, que j'ai tout simplement jamais vu un autre blanc que nous sur place. Donc, c'est vraiment un peuple qui vit là-haut relativement en autarcie.
Pour l'anecdote aussi, plusieurs fois, ça m'est arrivé de croiser des enfants dans cette ville et qui me regardaient en disant « Oh, un gringo !» C'est la première fois qu'ils voyaient un blanc. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est une ville qui intéresse très peu de monde, si ce n'est, je dirais, les acheteurs d'or. Et le fait d'y porter l'intérêt que l'on porte, alors d'un point de vue scientifique, médical, mais comme vous l'avez dit aussi d'un point de vue de la rencontre humaine et d'une solidarité, d'une coopération qu'on essaie de mettre en place, ça change beaucoup, y compris l'image qu'a cette ville dans le Pérou et dans le monde, parce qu'elle est vue, certes, comme la ville la plus haute du monde, mais elle est aussi vue comme une ville des fois un peu mal famée, une ville de l'extrême où les gens risquent leur vie, où il y a de l'insécurité, etc., de la contrebande. Donc, l'intérêt qu'on porte à cette ville et la communication qu'on en fait aussi, c'est tout le rôle du travail d'Axel, permet, on l'espère aussi, de changer l'image de cette ville et du coup, de permettre à ce que l'État et d'autres institutions puissent plus y investir d'énergie et puissent aider au total cette population. Ouais, d'accord. Je demandais à Axel, alors qu'est-ce que, on voit bien dans le film aussi, ils vous attendent, hein, il faut revenir, et le docteur Ivan le dit aussi, mais eux-mêmes, les habitants de la Rinconada, vous pensez qu'ils ne sont pas fatalistes en fait, ils attendent vraiment des conséquences médicales ou humanitaires en général, avec un soutien ou pas? Alors d'abord, ce qui est étonnant quand on va dans une ville comme ça, c'est que vous les entendez rarement se plaindre, malgré les journées difficiles, etc. C'est vrai que c'était difficile pour nous parce qu'on y allait la première fois en février 2019, hein, c'est l'occasion justement des images qu'on a tournées dans le cadre de ce documentaire. Et on y a été pour faire des recherches, donc on y a été sans traitement, sans réellement de médicaments. Voilà. C'était un peu difficile de les laisser, de leur dire on va revenir, on vous promet qu'on va revenir. Mais on est revenu une deuxième fois en février 2020 et une troisième fois, on est rentré tout juste du Pérou, hein, il y a 3 semaines. Et donc, il y a aussi cette relation de confiance qui s'est mise en place parce qu'on a tenu, entre guillemets, notre promesse. Et donc, avec les patients avec lesquels on travaille, on collabore, pardon, les sujets, voilà, on a pu mettre ça en place. Après, est-ce qu'ils sont fatalistes? Je sais pas, c'est difficile de répondre à cette question, mais Mais c'est sûr quand même qu'ils sont conscients de vivre dans un voilà. environnement extrême et ils sont soucieux pour leur santé. Ils vivent dans des conditions très difficiles. Ça fait très longtemps qu'ils sont un peu abandonnés. Donc, ils sont pas non plus. Il y a une sorte de fatalisme quand même. Oui, je pense qu'on peut quand même le dire. En Ouais. tout cas, ils ne sont pas naïfs. Voilà. Oui, voilà. Ils n'attendent pas d'aide de l'État ou d'une quelconque institution. Voilà. Alors, c'est d'autant plus dur d'abord vivre, on sent bien déjà monter, vous suivre. Alors je rappelle quand même que vous êtes des sportifs et Samuel est un ancien biathlète professionnel. Donc vous êtes quand même des sportifs et avec un cœur gros comme ça dans tous les sens du terme. Mais ça me rappelle un petit peu là, les conditions de vie des Boliviens dans la mine du Potosi, c'est-à-dire les mines d'argent cette fois-ci, c'est pas de l'or. Hein. Bon, évidemment, alors c'est un peu moins haut, c'est pas 5300 mètres, mais on est à 4000 et quelques. Évidemment, il y a des conséquences dramatique pour la santé. Parce que, bien sûr, il y a la pollution souterraine. Là, il y a un des ouvriers qui dit d'ailleurs à la Rinconada, bah, en plus, à l'intérieur, dans le trou, là, il y a encore moins d'oxygène. Et puis, bien sûr, il y a l'effort. Vous, alors, d'abord, enfin, c'est un peu une question simple, mais je la pose quand même. Il n'y a pas eu de problème pour vous à marcher, à vous acclimater, etc. Ça a été bon tout de suite, à part faire le Alors, footing le deuxième jour. Mais... oui, oui, non, c'est pas bon tout de suite, hein, forcément. À plus de 5000 mètres, quelqu'un des résidents de plaine comme nous, même en étant en forme ou pas, ça ne change pas grand-chose. On arrive, on monte quand même très haut, très vite. Il y a des recommandations d'ascension d'une nuit à l'autre pour les trekkers, etc. Mais là, on est un petit peu projeté là-haut par véhicule tout-terrain, etc. Donc, on monte beaucoup trop vite par rapport à ce que notre organisme est capable de tolérer. Du coup, on fait quand même un palier à 3800 mètres d'altitude sur l'altiplano pendant quelques jours, puis on monte là-haut directement. On n'est pas en super forme, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, on est tous habitués, on a tous déjà travaillé en haute altitude, et du coup, on sait qu'on ne va pas développer de trop gros problèmes de santé, parce que quand même, en montant très haut comme ça, nous, habitants de plaine, on s'expose à la survenue d'un mal des montagnes, et puis d'œdème pulmonaire, d'œdème cérébral, donc il ne faut vraiment pas minimiser la montée en altitude très rapide comme ça. On sait qu'on n'est pas des trop mauvais tolérants, on est plutôt des bons tolérants. Et puis, on fait quand même très attention les 3-4 premiers jours parce que de fait, on a tous mal à la tête, on a tous des grosses fatigues, des problèmes de sommeil. Mais heureusement, jusqu'à présent, et ça a été le cas heureusement dans toutes les expéditions scientifiques que j'ai pu organiser en haute altitude,
on n'a jamais eu de très gros problèmes de santé qui peuvent arriver, encore une fois, il faut le dire au grand public, hein, tout ce qui est œdème pulmonaire cérébral en haute altitude, ça peut arriver, ça peut être fatal. Donc, la montée rapide en altitude, il faut quand même éviter. Ouais. Et oui, donc là, question pour Axel. Je marque un moment d'inattention d'attention plutôt, parce qu'on a les questions qui commencent à arriver. Alors, je vais encore attendre quelques instants, mais n'hésitez pas, vous, les spectateurs, hein, les visiteurs, pour poser des questions à nos amis, Samuel et Axel, donc Samuel Vergès et Axel Pité, qui vont répondre aussi pour les autres participants de l'expédition, médecins, scientifiques et autres. Et donc, allez-y, hein, tout ça est collecté par nos amis à la technique, hein, par Jade, Nicolas et Élise. Et une question pour Axel. Donc, il y a, j'imagine, quand même des conditions d'entraînement pour toute l'équipe avant de partir. Vous habitez à Grenoble et les environs. Vous êtes plus ou moins montagnard quand même, hein, de facto. C'est une des conditions sine qua non pour participer à la mission? Alors, on n'a pas d'entraînement spécifique, contrairement à ce qu'on peut croire. Par contre, c'est vrai qu'on est des pratiquants toute l'année. On a l'habitude, toute l'équipe a l'habitude d'aller en haute altitude, du coup, ce qui permet de se connaître, hein. Je pense que la première chose aussi, c'est de bien se connaître. Et surtout, dans ces moments-là, quand vous montez dans une ville comme la Rinconada, 5300 mètres d'altitude, ce qui est important, c'est de bien se parler entre nous, d'avoir des signes d'attention pour l'autre, parce qu'on peut avoir des moments où on divague un peu, où on ne se rend pas trop compte finalement que ça se dégrade pour nous. Ce n'est pas facile de réfléchir aussi, on est fatigué, on peut vite devenir irritable. Mais après, il n'y a pas de préparation particulière. Auparavant, on a globalement tous une bonne connaissance, une bonne condition physique. On n'a pas de pathologie, hein, aussi, voilà, qu'on pourrait développer ou en tout cas aggraver à la Rinconada. Oui, bien sûr. Alors, je vais poser la question de Chris, mais encore pardon d'être sur le plan serré, le plan technique, mais c'est important, hein, y compris pour nos amis aventuriers, voyageurs qui nous écoutent et les participants de la Société des explorateurs français, dont je fais partie, qui est l'un des parrains de ce beau festival. Samuel, donc tu évoquais tout à l'heure le MAM, le fameux MAM, le mal aigu des montagnes, œdème cérébral, œdème pulmonaire, etc., puis autres. Bon, la technique, le traitement, hein, c'est juste après de redescendre. Donc, si on est à 5000, on descend à 4005, on dort à 4006, etc. Là, les habitants de la Rinconada, ils descendent jamais. Donc, qu'est-ce qu'ils font quand vous n'êtes pas là? Un son qui est un petit peu quand même de Horace de Coca, là, la feuille de coca, hein, contre El Soroche, hein, le mal des montagnes comme en Bolivie. Qu'est-ce qu'on fait alors là-bas? Alors bon, déjà, vous avez parlé du mal aigu des montagnes, donc c'est ce mal des montagnes que nous, gens de plaine, on a lorsqu'on monte en altitude. Eux, au bout d'un moment, peuvent avoir, pour à peu près un quart de la population quand même de la Rinconada, une intolérance à l'altitude qui s'appelle le mal chronique des montagnes. Parce que nous, notre mal aigu des montagnes, il se développe dans les premières heures, journées de passer en altitude. Eux, c'est plutôt, et après il disparaît, notre mal des montagnes, soit il disparaît et tant mieux, soit il faut redescendre. Eux, le mal chronique des montagnes, c'est vraiment un phénomène d'usure, d'exposition à cet environnement d'hypoxie, de usure qui se développe au cours des années passées en altitude. Donc la cinétique d'apparition est très différente. Eux, c'est des années de vie en très haute altitude qui finit par user les organismes et chez certains à créer une intolérance qui peut nécessiter dans les cas les plus sérieux une redescente de leur part. Alors bien sûr, ceux-là, on ne les voit pas puisqu'ils ont quitté la Rinconada. On a une ville à 4000 mètres d'altitude qui est à 4 heures de route à peu près de la Rinconada qui s'appelle Juliaca, dont on sait qu'elle est l'espèce de réceptacle des personnes qui ont développé des problèmes de santé sérieux à la Rinconada et qui n'ont pu plus y vivre, qui ont dû descendre. C'est d'ailleurs une des pistes, enfin des éléments d'étude pour l'avenir importants pour nous de savoir quelle est la particularité de ces gens-là qui ont carrément dû quitter la Rinconada parce qu'ils n'ont vraiment pas du tout toléré. Donc redescendre, c'est lorsque l'on n'est pas bien à altitude, que ce soit pour des habitants permanents ou pour nous, redescendre, ça marche. Ça marche. C'est ce qu'il faut, c'est ce qui marche le mieux même. Voilà. Donc c'est bien la solution quand même la plus efficace et non médicamenteuse. Alors il y a une adaptation physiologique extraordinaire, c'est bien dit dans le film, au niveau de la masse d'hémoglobine, au niveau de l'excroissance quand même des vaisseaux sanguins, quand même une adaptation des organes aussi
à ce taux de globule rouge dont il est dit très bien dans le film aussi que c'est l'un des plus forts au monde, 85%. Ça me rappelle un petit peu les coureurs éthiopiens et kenyans qui sont les meilleurs au monde pour les marathons, évidemment, parce qu'ils vivent, ils naissent sur les hauts plateaux à 2000-2400 mètres. D'abord, ils courent très jeunes, mais aussi parce que déjà, physiologiquement, par génétique, par transmission, le corps est adapté au niveau, ne serait-ce que de la dilatation et de la grosseur des vaisseaux sanguins. Il y a quelque chose qui n'est pas abordé dans le film, on ne peut pas tout dire, puis il est court, mais l'espérance de vie là-bas, Axel, à la Rinconada, elle est très faible, j'imagine, quand même, non? Alors oui, oui, de fait, l'espérance de vie au Pérou, on tourne autour de 75 ans. Après, à la Rinconada, on n'a pas de données, hein, parce que, encore une fois, c'est très difficile pardon, de faire des recensements, mais on l'estime beaucoup moins déjà. Forcément, l'altitude doit avoir un impact. Il m'est arrivé au détour de quelques prises de vue de croiser quelques patients, quelques personnes pardon, qui avaient plus de 70 ans, mais ça semble assez rare. Vraiment, voilà, je pense que nous, on n'a pas rencontré de patients très âgés. Non, 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 pas trop d'habitants. Et bon, par contre, on n'a aucune donnée officielle parce que typiquement, Ouais. il y a aucune collecte de données dans une ville comme ça. Il n'y a pas vraiment d'administration, il n'y a pas d'administration, etc. Donc, on n'a aucune idée réellement de l'espérance de vie. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit rarement quelqu'un de plus de 60 ans, en fait, quoi. Voilà. Donc là, je pose la question différemment pour Samuel, ou physiologiste, et je vois que les questions arrivent, donc je vais tout de suite vous en transmettre, mais encore, et pardon de ma curiosité, mais c'est passionnant, c'est presque un peu contradictoire, parce que le corps humain s'est adapté, j'imagine, au fil des générations, mais évidemment, quelqu'un qui vient d'un peu plus bas, d'Altiplano, ou de Puno même, ou de Lima, pour voilà, cette quête de l'or, parce que c'est quand même assez attrayant avec en plus la montée des taux, hein, avec cette demande. Il n'y a pas assez d'or dans le monde. Hein. Je crois qu'il y a une production de près de 1500 tonnes. Il y a des demandes pour 3500, etc., entre l'industrie informatique, bien sûr, les demandes des réserves des banques fédérales et de la réserve américaine. La Chine achète beaucoup, etc. Mais simplement, donc, on s'adapte, mais en même temps, il y a des conséquences pathologiques. Le cœur grossit, les vaisseaux grossissent, la masse d'hémoglobine grandit, mais le corps ne suit pas Oui. toujours. En fait, c'est tout l'objet justement de nos recherches. Les réponses au manque d'oxygène, à l'hypoxie, ce n'est pas linéaire, c'est plutôt la forme d'une parabole. C'est-à-dire qu'il y a des doses d'hypoxie. Vous parlez des athlètes africains, on peut parler des sportifs qui vont s'entraîner dans les Pyrénées, à Font-Romeu ou ailleurs. Ces personnes-là utilisent les bienfaits du manque d'oxygène, c'est-à-dire que notre organisme développe des adaptations qui peuvent être bénéfiques pour sa santé, pour ses performances lorsqu'on est sportif. Lorsque l'on est à l'altitude, mais quand même à des degrés d'altitude modérés, je dirais, autour de jusqu'à 2500 mètres. Après, lorsqu'on monte vraiment très haut, là, on a une balance qui est plus sur les aspects délétères du manque d'oxygène. Et donc, même si, bien sûr, on peut trouver qu'avoir quelques globules rouges en plus ou encore un cœur un peu plus fort, c'est bien. Là, lorsqu'on habite à plus de 5000 mètres d'altitude, au-delà même en fait de ce que l'on pensait tolérable en permanence pour l'être humain, là, on a plus d'effets délétères que bénéfiques. Et donc, même malgré toutes ces adaptations et ces centaines d'années de vie ou ces milliers d'années de vie en haute altitude de ce peuple, malgré tout, les effets délétères prennent le dessus et on a des problèmes de santé du fait de l'altitude. Ouais. D'accord. Alors, question de Chris, hein, il y a quelques questions qui s'affichent et tant mieux, donc n'hésitez pas à continuer à nous poser des questions. Je parle aux visiteurs et aux spectateurs, et puis aussi à aller sur la bande verte en haut de la plateforme Terre d'ailleurs Kinao, sur laquelle vous avez vu le film, pour commander les livres hein, des autres intervenants, cliquer et livrer. Et grâce à Terre d'Ombre, notre partenaire fidèle libraire de Toulouse. Alors, Chris demande, depuis votre premier séjour, est-ce que vous avez été contacté par l'État péruvien pour participer à un éventuel plan santé? Je pose la question Alors, comme vous voulez. oui, oui, tout à fait. Alors, on n'a pas été contacté directement. Par contre, c'est vrai que de la même manière qu'en Europe, notre expédition a eu une certaine résonance. Au Pérou aussi, dans les médias, etc., le fait que des étrangers, une équipe de recherche française arrive à la Rinconada, comme je le disais tout à l'heure, ça a changé un peu l'image de cette ville. Et l'État péruvien, via aussi les universités nationales, etc., nous a quand même fait signe, on est bien sûr allé aussi les rencontrer. Et du coup, voilà, ils nous ont dit de fait qu'ils étaient attentifs à ce qu'on faisait. Et puis là, maintenant, actuellement, on en reparlera peut-être, mais
on développe des projets plus concrets de structures, de soins, de recherche sur place à la Rinconada. Et du coup, lorsqu'on contacte ces institutions péruviennes, voilà, on espère que concrètement, on finira par avoir un appui plus fort dans cette ville des structures nationales. D'accord. C'est souvent comme cela que ça se passe avec les expéditions scientifiques. On force un peu et après l'administratif, le politique suit et à Lima va suivre. D'autant plus intéressant que c'est un ministre péruvien qui m'a expliqué ça. Les revenus de l'État péruvien sont assez bons, mais c'est en dents de scie parce que c'est basé sur les métaux précieux. Pardon. Il y a de l'argent, il y a de l'uranium, il y a du titane. C'est un pays extrêmement riche en métaux rares et en métaux chers. Donc, évidemment, il y a des rentrées de devises qui sont aléatoires. Alors, question de Marine, je vais peut-être la poser à Axel, mais répondez comme vous voulez. Est-ce que la Covid au féminin, c'est exact, est arrivé là-haut, et si oui, quelles sont les conséquences pour les habitants? Alors, oui, bien sûr, malgré ce qu'on a pu entendre au tout début de la pandémie, l'altitude ne diminue pas forcément la prévalence de la Covid, bien pas au contraire en tout cas, mais en tout cas, la Rinconada, ça tournait autour de plus de 50%, c'est ça? Oui, on a pu en faire moyenne. des tests sur On a place. fait quelques évaluations voilà, sur place, des tests, et a priori, il y avait 50% des patients, voilà, ce qui n'est pas rien. Et 50% des testés. oui, des essais, oui, Voilà, exactement. on a testé 200 personnes pris au hasard dans la population et 50% de la population était en contact avec le coronavirus. Donc, c'est beaucoup. Ouais, ça fait partie des proportions les plus importantes. Ouais. Et après, la deuxième partie de la question, c'est est-ce que ça a des effets Est-ce qu'il y a des conséquences sur les habitants, sur la population, enfin en général? Ouais. Je te laisse répondre. Ouais, encore une fois, le Pérou a été fortement touché en fait, en termes de milliers de morts par nombre d'habitants. C'est un des pays les plus touchés, des 3 pays les plus touchés au monde. Donc, nous, ce qu'on a senti, donc le pic de leur vague a été au mois d'août à peu près. Moi, personnellement, j'ai senti, y compris les soignants sur place, parce qu'on leur a amené sur l'altiplano, on a amené du matériel pour les structures de soins qui n'existent pas à la Rinconada, mais on a amené des choses pour les soignants en bas. Et je dirais que les soignants étaient quasi traumatisés en fait de ce qui s'était passé l'été dernier. Une vague beaucoup plus grande encore que la nôtre, avec des structures de soins vraiment minimes. Tout ça à plus de 4000 mètres d'altitude, où on part déjà d'un niveau d'oxygénation très altéré. Ça a été la catastrophe, quoi. Et donc, que ce soit dans les structures de soins ou bien sûr dans toute la population, chacun connaît quelqu'un qui a eu Covid très sévère, voire qui en est décédé. Donc, vraiment, on sent qu'il y a eu… alors là, eux, ils étaient dans une période d'accalmie, mais je leur souhaite de ne pas avoir de deuxième vague, parce que vraiment, dans un pays comme ça, c'est assez terrible. Ouais. Oui, avec des conditions de proximité dans le travail, puis bien sûr, j'imagine, ailleurs, dans la rue, les commerces, sachant que le plus proche hôpital, apparemment, c'est celui de Puno, si j'ai bien compris. Voilà, il y a Puno, c'est 4 heures, ouais. 4 heures de route, sachant que À personne n'a Rinconada, pays. il y a quoi? Il y a des dispensaires, c'est tout, pas plus. Hein. Il y a un tout petit dispensaire où il y a de temps en temps quelqu'un, mais sinon, il n'y a rien du tout pour plus de 50 000 habitants. Ils ont essayé pendant la coronavirus quand même de mettre en place des petits centres supplémentaires provisoires, justement pour tester les habitants, mais il faut s'imaginer du niveau où ils partent, avec les conditions sanitaires en plus qui se coupent le manque d'oxygène qui sont extrêmes pour nous. Donc, et puis une fatigue en plus de l'organisme, en plus de l'altitude pour les travailleurs de l'or. Donc évidemment, la Covid n'attend que ça. Alors une question de Françoise, est-ce qu'il y a une incidence sur la santé des nourrissons et des enfants en général? Donc là, c'est sur l'altitude évidemment et l'hypoxie, le manque d'oxygène. Ouais. Donc c'est vrai qu'il faut s'imaginer, on a vu des mineurs, etc., mais il faut s'imaginer des familles entières qui habitent là-haut, femmes, enfants, et des femmes donc enceintes et des enfants qui naissent là-haut à plus de 5000 mètres d'altitude. L'oxygénation d'un bébé à la naissance, c'est toujours quelque chose que l'on surveille de très très près lorsque nous on est en plaine dans nos maternités. Mais alors là-haut, un bébé qui naît avec un environnement d'emblée avec moitié moins d'oxygène, ça laisse même songeur, je dirais, nos soignants qui travaillent dans les maternités pour savoir comment c'est possible. Pourtant, ça a lieu. Après, c'est bien sûr pas sans effet sur la santé des fois de la maman, des fois des bébés, quoi. Sur le poids des bébés aussi, qui est plus faible dans ces populations de haute altitude, même si ensuite ils rattrapent leur retard pendant la croissance. Mais c'est bien sûr un stress majeur pour ces bébés, mais ils finissent par
par retrouver une courbe de poids finalement assez normale. Alors, il faut savoir que nous, on s'est beaucoup intéressé aux hommes adultes depuis 2 ans que l'on travaille là-haut, mais ça fait partie de nos pistes de travail pour 2021 que de s'intéresser spécifiquement à l'impact de cette altitude sur les femmes et sur les enfants. On a commencé à explorer les enfants. On a vu déjà à quel point très tôt, en fait, dès l'âge de 5-6 ans, ils présentent déjà des valeurs hors normes, que ce soit de concentration en hémoglobine, de santé cardiaque, d'anatomie cardiaque. Donc, on voit que ça doit très tôt, en fait, ces populations-là, tout petits, développent des spécificités qui sont exceptionnelles. Ouais. Alors, on va revenir un petit peu sur le but de l'expédition et puis un plan un peu plus large, on va dire, et c'est ce que j'apprécie dans votre démarche parce qu'elle est à vocation universelle quand même. C'est vrai qu'on ne connaît pas grand-chose sur l'hypoxie. Il y a eu de la recherche médicale sur l'apnée. Même là, l'apnée, c'est intéressant parce que, en 2 mots, on s'est aperçu qu'il y avait des réflexes en apnée, donc en descente à partir de 50 mètres, ce qui est pas mal pour un apnéiste, de bradycardie. C'est l'inverse de la tachycardie. Le cœur se met en rétraction, il bat plus lentement, et puis tout d'un coup, il y a une concentration sur quelques organes majeurs, bien sûr le cerveau, le cœur, les poumons, les reins. On appelle le blue shift, et on pense que, d'après les cardiologues et les études de Santa Monica et l'université américaine, que ça remonte à nos origines, non pas de primates, mais de batraciens. Et alors là, c'est intéressant parce que c'est une question d'ailleurs de Lily. Qu'est-ce qui se passe quand le corps, donc là on a vu le corps s'adapte, mais avec quand même des carences et des conséquences négatives en altitude, mais si on redescend plus bas, admettons, je vis là depuis 30 ans à la Rinconada, mes parents, mes grands-parents sont nés là-bas, donc ont développé sûrement des adaptations génétiques, et je décide d'aller à Lima, 154 mètres d'altitude. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je m'adapte ou est-ce que c'est au contraire négatif? Alors, la redescente, c'est vrai qu'on peut se demander comment un afflux d'oxygène comme ça va impacter sur l'organisme de ces habitants de haute altitude. La redescente pose pas de problème, que ce soit à court terme ou à long terme, c'est-à-dire qu'un habitant de très haute altitude qui redescend plus ou moins définitivement ou sur plusieurs mois ou années, toutes ces spécificités qu'il avait développées là-haut vont peu à peu disparaître, en tout cas être minimes. C'est-à-dire que dès qu'on enlève ce stimulus qu'est le manque d'oxygène, donc l'hypoxie, et lorsque un habitant de haute altitude vit en normoxie, ben, il va retrouver les constantes au niveau hématologique, etc., qui sont à peu près normales. Et en tout cas, il ne va pas souffrir de vivre dans un environnement normalement oxygéné. Ça s'appelle la normoxie, c'est ça? On appelle ça la normoxie. Alors, c'est tout simplement parce qu'on prend la norme comme étant celle du niveau de la mer, mais c'est celle donc, c'est-à-dire qu'on peut vivre avec ces vaisseaux dilatés énormes et un cœur, évidemment, peut-être surdimensionné au niveau de l'altitude de la mer. Ça va. Voilà, mais ça va aussi évoluer, c'est-à-dire que toutes ces adaptations, encore une fois, quand il n'y aura plus le stimulus du manque d'oxygène, ils vont avoir moins d'hémoglobine, probablement qu'ils vont avoir du coup un cœur qui va être moins dilaté, etc. On a peu de cas comme ça quand même. Autant, de la même manière, il y a quasiment personne du niveau de la mer qui va habiter la Rinconada, ce n'est pas possible. Donc, c'est toujours des personnes qui sont déjà de l'altiplano. Et inversement, pour un Péruvien de la Rinconada, aller à Lima, c'est de l'autre côté du pays. Ça doit être très rare qu'ils aient. C'est pratiquement possible. Alors, il y a une question de Marine sur les naissances. Est-ce qu'il y a des naissances, des accouchements qui ont lieu à la Rinconada? Et est-ce que les enfants jouent comme des enfants à basse altitude ou évitent-ils de courir? Donc, est-ce qu'on prend des précautions lorsqu'ils sont très, très jeunes? On les lâche sur les terrains de foot. C'est toi qui es un footballeur. Ouais. Alors, pour avoir joué au foot là-haut, justement, avec toi, Samuel, avec des enfants, nous, on a fait juste un aller-retour. Et puis après, on s'est arrêté. Les enfants jouent au foot vraiment comme en plaine. C'est assez impressionnant comment ils galopent. Non, pour le coup, ça paraît presque normal, entre guillemets, pour eux, de courir, de s'amuser, de jouer dans la rue. Voilà. Donc, c'est peut-être aussi le fait d'adaptation physiologique très jeune. Mais après, voilà, c'est assez impressionnant. Donc, non, ils font du sport, enfin du sport. Normalement, en tout cas, ils jouent au foot. C'est vrai que le football est un sport très populaire au Pérou. Ils font quasiment que ça. Là, j'en ai vu aussi quelques-uns quand même pas mal jouer au volley quand on y a été en février. Après, je ne les vois pas faire d'autres choses. Mais c'est vrai qu'il y a un contraste. Donc, plus de 5000 mètres d'altitude, c'est vraiment une altitude extrême. En Himalaya, il n'y a plus personne qui habite si haut, etc. Et à la Rinconada, on est à la fois à cette altitude-là et à la fois on est dans une ville où de fait on voit des enfants passer en courant, jouer par terre, courir, jouer au foot. Et c'est vrai que quand on les regarde vivre, on n'a pas forcément l'impression qu'on est à très haute altitude. Et nous, on fait 3 pas, on monte 3 escaliers. Et là, nous, par contre, on sent tout de suite qu'il y a quelque chose en moins.
Donc, y compris les enfants ont vraiment arrivé à développer une vie qui, au moins de l'extérieur, semble assez normale. Ouais. Ouais. Bah, les conséquences sont importantes avec votre expédition. Donc, vous allez y retourner. Vous êtes allé déjà 3 fois, donc, et surtout en hiver, calendrier du Nord. Donc, en fait, janvier, février, c'est le sud là-bas, mais on voit que les toits sont déjà recouverts de neige, il y a la neige au-dessus de la Rinconada, etc. Mais j'en reviens un petit peu aux conséquences de l'expédition, enfin les conséquences scientifiques. Quelle fabuleuse possibilité de lier non seulement votre mission, mais votre laboratoire de physiologie HP2, c'est ça, à Grenoble, c'est ça, avec non seulement d'autres laboratoires, mais des facultés de médecine, etc. Pour la recherche universitaire, c'est extraordinaire quand même, là, le matériau que vous avez. Oui, on est vraiment chanceux d'avoir été la première équipe de scientifiques, de médecins à pouvoir rentrer dans cette ville et étudier ses habitants. C'est vrai qu'on a eu depuis donc, beaucoup de sollicitations de collègues de grandes équipes internationales d'Amérique ou d'Europe qui ont voulu nous rejoindre dans cette ville. Et donc, on a eu un certain nombre d'équipes qui sont venues avec nous pour étudier tel ou tel aspect physiologique, biologique, médicaux. Donc, c'est vrai que cet élan international, c'est aussi une belle partie de l'aventure que de se retrouver chercheur, expert de l'altitude là-haut auprès de cette population exceptionnelle. Ouais. Oui, parce qu'en fait, ça va peut-être même au-delà de l'hypoxie ou du séjour en altitude pour des populations déjà plus ou moins habituées, parce c'est simplement une question, j'imagine, avec le matériau que vous avez, d'adaptation, c'est-à-dire comment le corps humain s'adapte à une situation extrême. Là, on est vraiment en condition extrême. Oui, C'est un peu... ça a des impacts. Alors, encore une fois, un des objectifs phares pour nous, l'objectif phare, c'est d'être en aide de cette population. C'est une question de santé publique. La vie en haute altitude dans des pays comme le Pérou, il y a quand même, ou à travers le monde, il y a quand même plus de 100 millions d'habitants qui habitent à plus de 2500 mètres d'altitude. Donc, les problèmes de mal chronique des montagnes, c'est un vrai problème de santé publique pour des millions et des millions d'habitants à travers la planète, et savoir comment prendre en charge ce problème de santé lié à l'altitude, c'est important. Mais c'est vrai que ces recherches, elles ont aussi d'autres retombées. On a parlé éventuellement des malades respiratoires dans nos villes, dans nos hôpitaux, qui eux aussi manquent d'oxygène. Donc, apprendre comment l'homme est plus ou moins capable de vivre en permanence avec moitié moins d'oxygène, ça éclaire aussi les maladies respiratoires, les malades respiratoires dans nos hôpitaux. Et puis, il y a des applications un peu plus, vous parliez de l'environnement extrême, un peu plus exotique peut-être, mais par exemple, alors vous êtes bien placé à Toulouse pour connaître un certain nombre d'enjeux autour de la conquête spatiale, mais lorsqu'il s'agira de vivre dans un module spatial quelque part sur la Lune ou autre, se posent par exemple des questions d'oxygénation de l'environnement de ces modules, de savoir si on reproduit la norme oxy dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on considère que l'homme aura besoin sur la Lune ou ailleurs de vivre avec la même quantité d'oxygène qu'au niveau de la mer? Ou alors est-ce qu'on considère que l'homme peut vivre avec un peu moins d'oxygène, comme une altitude équivalente à l'altiplano ou autre? Et ça, ce n'est pas tout à fait anodin d'un point de vue technique pour l'oxygénation de ces futurs modules bases spatiales, parce que si on peut se contenter de mettre autant d'oxygène que sur l'altiplano à 4000 mètres d'altitude, ça solutionnera beaucoup de choses. Enfin, en tout cas, ça réduira les contraintes technologiques par rapport au fait de recréer exactement le niveau d'oxygénation sur la Terre au niveau de la mer. D'accord, donc des conséquences assez importantes pour la recherche, bien sûr pour le traitement des pathologies et évidemment des faiblesses respiratoires des habitants de la Rinconada, mais de manière générale aussi pour la médecine universelle en fait. Donc la recherche là peut prendre une nouvelle dimension. Alors je pose aussi la question de Laurent, c'est intéressant, est-ce que vous avez fait un distinguo, est-ce que vous avez étudié des personnes qui sont nées là-bas à la Rinconada et d'autres qui sont arrivées il y a quelques années pour voir la différence? Oui, alors on prend toujours en compte le temps d'années passées à la Rinconada, parce que de fait, il y a toute une partie de la population de la Rinconada qui sont des gens qui sont nés juste en dessous, dans les villages, le plateau juste en dessous, donc qui sont nés autour de 4000 mètres d'altitude et qui sont venus à un moment donné de leur vie travailler à la Rinconada. Donc c'est vrai que la moyenne des gens qu'on étudie, souvent, ils sont là depuis 15-20 ans à la Rinconada et ils sont nés avant, ils habitaient 800 mètres ou 500 mètres plus bas. Voilà. Donc du coup, de fait, on prend en compte ce critère-là qui est très important parce qu'il y a probablement un phénomène d'usure quand même avec le temps. C'est-à-dire que passer quelques temps à la Rinconada, quelques années, c'est une chose. Y avoir passé 20 ou 25 ans, peut-être qu'il y a plus de phénomènes d'usure, voire y être là depuis qu'on est né.
Donc, de fait, on prend en compte ce facteur-là pour voir si, encore une fois, le temps passé dans un tel environnement… Et là, il y a une vraie différence quand même entre les deux, hein. Vous voyez les facteurs d'usure. Oui, oui, voilà, le temps passé est un facteur important. Ouais. Ouais. Alors, une félicitation de Nicolas. Bonsoir, merci pour ce super film, je suis d'accord. Une question purement technique. On voit plusieurs plans faits par des drones dans le film. Est-ce que c'était difficile à faire vu qu'il y a moitié moins d'air qu'au niveau de la mer? Ah oui, c'est une bonne question. On a longuement réfléchi sur le choix du matériel, notamment sur le plan des drones, parce qu'il faut des drones assez légers, en même temps qu'ils sont capables de faire des images de très haute qualité, donc avec une définition 4K. Donc oui, c'est difficile. Petite anecdote, là, lors de la 3e expédition, j'ai craché un drone tout près. Alors c'est difficile forcément parce qu'il y a moins de portance d'une part, mais aussi parce qu'il y a des grosses bourrasques de vent. Et quand vous avez un drone qui pèse 800 grammes, voilà. Mais oui, en effet, oui, c'est délicat. Et le dernier point technique, c'est sur les batteries. Une batterie de drone, ça tient entre 27 et 30 minutes à basse altitude. Là-bas, on est plus entre 9 et 12 minutes. Comme dans le froid, alors, comme en Sibérie ou ailleurs. Complètement. Alors, une question de Cri qui dit d'abord, merci de votre passion et de votre travail, incroyable, magique. Elle chauffe le cœur. Où pouvons-nous lire les résultats et les conclusions de la recherche? Est-ce que c'est disponible pour le public ou pas? Alors, oui, c'est une bonne question. On fait quand même de gros efforts de communication. Alors, nous, en tant que scientifiques, on publie, bien sûr, et c'est le principe, c'est le fonctionnement de la science et de la recherche que d'inviter les chercheurs à publier leurs résultats dans des revues de recherche internationales que à peu près personne, je pense, qui nous écoute ne lit, puisque c'est spécifiquement réservé aux chercheurs et aux scientifiques dans le domaine concerné en plus. Donc, il y a la question de la diffusion de cette information au plus grand public. Et malgré tout, c'est les efforts que l'on fait avec Axel, des articles, vous pourrez quand même en trouver un certain nombre. On a un site internet qui est vraiment mis à jour régulièrement. On a ce film, on a un documentaire TV voilà, en cours. Donc, voilà, on essaie de diffuser. On s'est lancé aussi dans des vidéos de vulgarisation justement des articles scientifiques, purement des résumés des articles scientifiques en vidéo qui font 3-4 minutes. Voilà, ce travail aussi auquel s'attellent les chercheurs, ce n'est pas facile hein, parce qu'on leur demande un niveau d'exigence d'un côté et de précision et de l'autre vraiment de vulgariser au grand public. Donc, voilà, j'ai essayé de faire la passerelle, mais ce n'est pas toujours évident. Mais en tout cas, on s'efforce au quotidien sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet à mettre en avant les résultats. D'accord. Alors, je pense bien sûr, enfin, je ne suis sûrement pas le seul, à une autre région du monde que la cordillère des Andes où on vit en très haute altitude et des millions d'habitants qui font partie des 100 que Samuel évoquait, des 100 millions. C'est le Népal, l'Himalaya, Bhoutan, etc. Est-ce qu'il y a eu une résonance avec les facultés de Pokhara, de Katmandou, peut-être même côté chinois, sur les résultats de la recherche à Rinconada? Oui, donc il y a eu quelques recherches aussi de fait en Himalaya sur les peuples de haute altitude, les Tibétains, les Sherpas. Donc un peu du même genre que nos recherches. Alors un peu plus basse altitude quand même, parce que tout simplement à 5000 mètres d'altitude en Himalaya, il n'y a pas d'habitat permanent. Mais malgré tout, les résultats que l'on a, y compris les quelques informations génétiques qui existent à la fois sur les populations que nous on étudie dans les Andes et puis en Himalaya, montrent à la fois des spécificités d'adaptation génétique réelles, c'est-à-dire qu'il y a des modifications génétiques liées au fait de vivre en haute altitude à la fois en Himalaya et dans les Andes, mais les voies d'adaptation qui semblent avoir été mises en œuvre au fur et à mesure des millénaires sont en partie différentes. Et ça, c'est quand même très intéressant de voir à deux endroits de la planète confrontés à un environnement globalement similaire, caractérisé par une moindre disponibilité en oxygène, de voir comment des voies de réponse différentes sont mises en place, avec au total, par exemple, on a parlé du mal des montagnes, du mal chronique des montagnes. La prévalence est de l'ordre de 10, 15, 20% dans les Andes, alors que c'est simplement de 5-10% en Himalaya. Donc, on voit qu'il y a eu aussi des mécanismes plus ou moins efficaces, je dirais, pour lutter contre l'altitude. Alors, il y a quelques hypothèses. Quand même, en Himalaya, les habitants de haute altitude, ils sont depuis plusieurs milliers d'années plus longtemps, depuis beaucoup plus longtemps que dans les Andes. Probablement qu'en Himalaya, il y a eu moins de mélange que dans les Andes avec l'arrivée des Européens en Amérique, donc il y a pu peut-être un petit peu diluer un certain nombre
capacité d'adaptation à l'altitude. Voilà, il y a quelques pistes comme ça, mais bien sûr que c'est une population aussi très intéressante de réponse à l'altitude, les gens de l'Himalaya. Avec aussi des villes qui sont à 3800, 4000 mètres. Là, ça doit être à 3800. Bon, vous me direz, non pas Bogota. Bogota, c'est 2600, mais il y a La Paz, capitale de la Bolivie, qui est à 3800. Et demain, le film qu'on va vous montrer, Mustang, le royaume de la lumière, a une petite capitale, même si le Mustang n'est plus un royaume indépendant, c'est intégré au Népal maintenant, mais la capitale s'appelle le Bantang, qui fait 600 habitants, elle est à 4000, pratiquement à 3800. Et donc là aussi, il y a des conséquences pathologiques parce que ça me rappelle ce qu'on voit dans la mine, c'est que les habitants du Mustang et de l'Obantang en particulier respirent la bouse de vache, évidemment une pollution, en tout cas là, donc d'origine animale, mais évidemment dès qu'on fume par-dessus, ça fragilise un peu plus l'appareil cardiovasculaire. Une question encore de Chris. Alors, est-ce qu'il y a des infrastructures de type école sociale pour développer une vie quasi normale dans cette ville de 50 000 habitants? Est-ce que c'est une ville comme les autres ou est-ce que c'est une ville de chercheurs d'or comme on en voit en Amazonie? C'est vrai que pour notre référentiel quasi normal, ça paraît déjà totalement différent de ce qu'on peut vivre au quotidien. Mais c'est vrai qu'il y a des écoles. On voit des enfants aller à l'école. Nous-mêmes, on a mis en place un programme justement avec les écoles sur place où on essaie d'amener modestement du matériel. Après, quasi normal, non, parce qu'il n'y a pas d'eau potable. Il y a de l'électricité, mais par intermittence avec de grosses coupures. Il n'y a pas de sanitaire. Ils n'ont pas d'évacuation des déchets. Donc, on est loin quand même d'une ville classique. Voilà, ça reste une ville qui s'est bâtie aussi et qui a explosé du fait de sa démographie et justement de la recherche d'or. Parce que là, nous, dans le film, on dit 50 000, mais on ne sait pas si c'est plutôt 60. Enfin, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et c'est une ville qui a été construite aussi à flanc de montagne. Donc, il faut bien imaginer aussi les contraintes géographiques. Donc, ce n'est pas une ville quasi normale. Pour autant, quand on voit les habitants là-bas, ils semblent mener des quotidiens classiques. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas d'eau potable, mais par contre, ils ont un smartphone avec Facebook, Instagram, la 4G et Internet. Et ils regardent le foot comme nous, la Ligue des Champions, en semaine. Donc ça, c'est un écart qui est assez fascinant. Oui. Les effets de la mondialisation. Samuel évoquait tout à l'heure les problèmes d'insécurité. C'est une ville de chercheurs d'or quand même si c'est, j'imagine, très réglé, très régulé, etc. Plus ou moins encadré pour la quête de ce métal jaune, de ce métal rare et très cher. Mais c'est un petit peu une ville de Far West quand même, non? On voit bien, c'est construit n'importe comment, etc. Il y a un côté, justement, on parlait des garimperos tout à l'heure, c'est ce qu'on voit en Amazonie au Brésil aussi. Hein. Oui, il y a quand même un côté Far West de fait et les gens viennent quand même tenter leur chance ici. Hein, donc, ils s'installent de briques et de broc dans une cabane. Et puis, c'est des mines qui sont considérées comme illégales ou artisanales. C'est-à-dire que même s'il y a une coopérative minière, il y a un petit peu d'encadrement, il y a aussi des mines, des trous, des galeries où les gens cherchent un peu sauvagement comme ça. Donc, et puis après, chacun dans sa cabane essaye d'extraire l'or de son tas de cailloux avec du mercure, etc. Donc, oui, il y a quand même un côté Far West avec les côtés négatifs de ce manque d'organisation et d'encadrement que sont en particulier la sécurité et puis malgré tout les conditions sociales et sanitaires dont on souhaite qu'elles vont évoluer rapidement pour eux. Oui, bien sûr. Est-ce que, c'est une question de Cathy, est-ce que, alors c'est peut-être pour Axel, vous avez prévu dans votre mission post-poste, donc le retour, ce qui se passe aussi en France et en corrélation avec les centres de recherche et autres, est-ce que vous avez prévu des actions de sensibilisation à l'environnement? C'est un peu extrême. Alors oui, c'est une très bonne question. Alors nous-mêmes, on est une mission scientifique et humanitaire, on insiste aussi sur ce point, mais l'équipe reste avant tout des scientifiques qui travaillent sur les thématiques d'hypoxie. Donc sensibilisation à l'environnement, c'est une autre thématique, bien sûr, on y pense, mais auquel cas, sur ces thématiques-là, il faut qu'on se fasse accompagner, on ne peut pas tout résoudre voilà, d'un coup de baguette magique. Donc, on réfléchit à des futures actions. Après, honnêtement, pour nous, ça paraît vraiment impressionnant de voir autant de déchets, etc. sur place. Il faut bien s'imaginer leur quotidien. Eux ne prennent jamais l'avion, ne prennent jamais de voiture. Voilà, probablement, leur empreinte carbone est déjà bien moindre que la nôtre.
ils utilisent très peu de médias, etc. Donc oui, on y pense, mais là, notre priorité pour le moment, ça reste quand même d'améliorer leurs conditions de santé. Ouais. Ouais. C'est vrai que Une ça autre coûte. question, pardon, technique, c'est, Ouais. il y a le doute qui arrive, hein, mais de ma part, ces missions, ces retours, peut-être une quatrième, cinquième mission, je l'espère pour vous, est-ce qu'elles sont financées? Vous arrivez à trouver des sponsors, des soutiens, de soutien aussi gouvernemental français ou pas? Suffisamment pour que ça ait lieu, c'est déjà bien. Moi, je porte une chaire, donc une chaire universitaire de la Fondation de l'Université Grenoble-Alpes qui a un certain nombre de mécènes qui supportent ces recherches et cette fondation donc, cherche des mécènes pour supporter cette chaire, c'est-à-dire cette action Expédition 5300 sur l'altitude et sur le Pérou. Bien sûr que ce n'est jamais facile, mais malgré tout, le fait d'associer aspects scientifiques, médicaux et puis de coopération humanitaire, on espère que nos mécènes et ceux à venir retrouvent du sens à ce qu'ils peuvent investir dans cette aventure. Ouais, Et justement, c'est aussi, par rapport à votre question précédente, c'est une des dimensions importantes pour nous à l'avenir, dans les perspectives, je dirais, c'est à la fois de pérenniser notre présence sur place et le soutien à la population et donc pas d'avoir, je dirais, un soutien par à-coup quand on vient, puis quand on repart, qu'il n'y ait plus rien. Donc, avec un projet de centre médical et de recherche sur place. Et puis, justement, à travers ce centre, l'objectif, c'est aussi de proposer à d'autres scientifiques que des chercheurs en santé comme nous, de s'associer à cette démarche, d'avoir une approche multidisciplinaire, parce que de fait, il y a d'autres grandes thématiques que la santé à aborder, par exemple l'environnement, et puis les aspects socio-économiques aussi. Donc, on espère aussi développer avec d'autres partenaires, d'autres scientifiques, d'autres mécènes, une approche multidisciplinaire pour embrasser toutes les problématiques, ou en tout cas les principales qui sont touchées qui concernent cette population. C'est pour ça que l'appellation est très bonne, l'expédition scientifique et humaine, et l'aspect humain est important. Il est aussi inscrit dans ce côté interdisciplinaire. J'ai encore une question. Donc, Johan qui dit que les personnes que vous avez rencontrées sont certes en hypoxie, mais aussi en contact avec du mercure. Vous le dites dans le film pour agglomérer les paillettes d'or qui ne sortent pas de l'eau comme en Amazonie, mais de la pierre. Il faut quand même les aimanter, et c'est du mercure. Le mercure est extrêmement polluant, pollution atmosphérique, pollution bien sûr aquatique. On a eu quelques films, y compris d'ailleurs ici à Terre d'ailleurs, dont un que j'avais réalisé sur des Indiens d'Amazonie qui étaient totalement pollués. Donc la question de Johan, c'est cette proximité avec un polluant aussi catastrophique a-t-elle un impact également sur leur santé? Alors, ce qu'on appelle la contamination, l'intoxication au mercure, bien sûr, ça c'est un problème majeur dans ce type de mine d'or en particulier, du fait de l'utilisation du mercure pour agglomérer les petites paillettes d'or. On est actuellement en train d'analyser tout un tas de prélèvements qu'on a fait pour évaluer le niveau de contamination au mercure des habitants. On n'a pas donc de réponse définitive, mais c'est quand même un souci majeur. Par contre, on n'a pu que constater la pollution environnementale et par exemple la contamination probable de l'eau. Sachant qu'on boit l'eau des toits duquel sortent des cheminées avec les vapeurs de mercure. Donc, nous-mêmes, quand on boit cette eau-là, on boit probablement des quantités de mercure anormalement élevées. Donc, quand on fait ça toute une vie, enfant, c'est un problème de santé qui est probablement majeur et on attend les données prochainement sur le niveau de contamination de cette population-là. Ouais, ça sera aussi un élément très important pour d'éventuelles actions à venir pour faire évoluer les pratiques autant que possible. Oui. Moi, j'ai une question qui me vient tout d'un coup, c'est que bon, on a trouvé de l'or à la Rinconada, mais évidemment, je pense qu'il y a des gisements aurifères un peu plus loin. Est-ce que vous pensez qu'il puisse y avoir d'autres villes champignons, d'autres villes Far West, telles que la Rinconada, un peu plus loin, ça peut être à 200 km de là? Ça se sent, ça Alors, se passe ou pas? la Rinconada, c'est un lieu de recherche d'or depuis les Incas, les Espagnols sont venus là, donc c'est un lieu très riche en or, parce que la Rinconada, je pense, est quand même un lieu riche en or. Ils ont été peut-être détectés les plus accessibles, je dirais, quoi. Après, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'ailleurs, sans doute qu'il y en a ailleurs, mais il y a dû avoir une accessibilité, peut-être des gisements un peu superficiels, peut-être moins maintenant d'ailleurs, parce qu'ils ont des galeries maintenant de plus en plus profondes. Mais ça a dû être un lieu, et ça l'est encore quand même, où l'or était relativement important et accessible. Donc peut-être qu'il y en a ailleurs, mais nous, on n'a pas entendu. Enfin, en tout cas, la Rinconada attire encore beaucoup de monde. Voilà. Ça attire du monde aussi parce qu'il y a de la proximité avec une ville comme
comme Rouliaca qui n'est pas très loin. Et donc, forcément, ça aide à ce qu'il y ait du monde qui aille sur place. Ouais. Bien sûr. Parce qu'ils font quand même, les habitants, alors tous les combien, je ne sais pas trop, mais ils font quand même des fois des allers-retours, hein, sur un week-end. Ils redescendent à 4000 mètres à Rouliaca, soit pour voir de la famille, ou voilà. Donc, Ce qui n'est ça pas aussi, mauvais ça pour aide la santé, du coup, parce qu'on se remet, on se rééquilibre un petit peu, on de s'adapte leur en faire. adaptation. Question, Nicolas, où est-ce qu'on peut trouver vos vidéos de vulgarisation, peut-être pour Axel? Oui, alors sur notre chaîne YouTube Expédition 5300 ou sur notre site internet expédition5300.com, vous allez dans l'onglet Médias et il y a toutes les vidéos qu'on a réalisées depuis la première expédition, y compris celles qu'on a réalisées avant parce qu'on était parti en mission de reconnaissance en octobre 2018 avec Samuel. Voilà, ou après au quotidien aussi, notamment sur notre page Facebook. Mais le terme reste le même, Expédition 5300, sur tous nos médias. Ah ben, génial, très bien. Donc c'est assez simple, Expédition 5300 et expédition5300.com. Autre question de Nicolas qui vous remercie pour ce très beau documentaire. Vous nous faites voyager depuis le salon avec ces magnifiques images. Vive la communication, la recherche. La question, c'est qu'est-ce que vous pouvez amener concrètement pour aider médicalement ces populations? On y a un petit peu répondu, mais on peut aller plus loin encore avec vous, Axel et Samuel. Concrètement, c'est-à-dire quoi? C'est que de la recherche ou c'est aussi de l'aide technique, médicale, du traitement, la pathologie? Donc, c'est vrai, comme on le disait, dans une ville comme ça, plus de 50 000 habitants, un tout petit dispensaire avec une infirmière de temps en temps qui passe par là, forcément, on comprend qu'il y a un problème d'infrastructure de santé. Et donc, le projet qu'on a là-haut depuis le début, c'est de construire un centre de soins et de recherche sur l'altitude pour proposer tout simplement des soins, mais des soins y compris relativement basiques, donc une présence de soignants, de médecins régulièrement dans cette ville. Donc ça sera déjà un grand delta, hein. Il faut voir qu'il y a toute une partie des sujets volontaires que l'on étudie là-haut qui rencontrent un médecin pour plus ou moins la première fois avec notre équipe. Donc, déjà, leur rendre accessible des soignants, ce sera important. Ensuite, on a, après, c'est des conditions sanitaires de base, hein, sans même parler de soins spécifiques liés à l'altitude, pouvoir leur donner la possibilité de soigner des pathologies qui, pour nous, deviennent anodines, mais c'est déjà clé. Et puis, après, pour ce qui est spécifiquement de l'altitude et du mal des montagnes, justement, les traitements que l'on cherche, que l'on teste actuellement avec cette population, lorsqu'on aura pu confirmer leur éventuel intérêt, leur efficacité, notre objectif est de pouvoir mettre relativement en masse ces traitements disponibles pour les personnes de la Rinconada qui souffrent du mal des montagnes. On peut penser d'ailleurs que ce dispensaire ou cette petite clinique privée, entre guillemets, donc qui sera financée par vous, vos soutiens institutionnels ou mécènes, pourrait être relayé un jour ou l'autre par l'État péruvien, quoi. Parce qu'une C'est ville déjà dans l'étude. c'est quand même beaucoup, hein. Oui, tout à fait. Donc, nous, on ne veut vraiment pas faire quelque chose de privé. Donc, on est tout de suite là actuellement en lien avec ce qui fait office de mairie, avec le conseil de l'ordre des médecins de la région, avec le ministère de la Santé. On est régulièrement en réunion en ce moment avec eux pour que ce soit un lieu qui vive. Et puis, c'est donc pas nous qui allons le faire vivre au jour le jour, hein. Donc, nous, on reviendra pour faire des recherches, pour faire des améliorations, etc. régulièrement. Mais il faut qu'il y ait les institutions péruviennes et puis les soignants péruviens. Au passage, d'ailleurs, nous, on associe au maximum des étudiants péruviens en médecine, etc., à nos recherches, pour qu'ils soient au contact de nos recherches et que, puisque ce sera eux les futurs soignants, y compris à la Rinconada, soient le mieux formés possible face à la médecine de montagne. Les futurs soignants, comme Ivan, qui à mon avis sera peut-être volontaire pour remonter à la Rinconada. Mais en tout cas, c'est bien parce que d'abord, vous êtes passionnants tous les deux et puis c'est un message et une expédition. Plein d'espoir en fait. On sent vraiment que vous êtes très très motivés, votre équipe, vous deux, etc. Et deuxièmement, comme le disait Samuel, c'est interdisciplinaire, donc évidemment on peut amalgamer non seulement des médecins, des scientifiques, des spécialistes de la montagne, mais aussi peut-être des humanitaires au sens large, peut-être des ethnologues, etc., plus le côté environnemental et des ingénieurs aussi. Il y a sûrement des solutions à faible coût environnemental à adapter sur le terrain et c'est passionnant. Encore une question, on arrive à 59 et encore une question de Cathy, comment financez-vous ces expéditions? On a un petit peu parlé tout à l'heure, hein, il y a du soutien privé, laboratoire, la chaire, des partenaires, voilà, on peut avoir des détails ou pas? Sans trahir de secret, Non, il y a une partie de financement à
académique, c'est-à-dire que moi, je suis chercheur de l'INSERM, de l'Université Grenoble-Alpes, donc on a des financements de nos structures parce qu'on développe la connaissance et c'est notre métier, je dirais, et donc on nous soutient dans cette démarche-là. Mais c'est vrai que c'est des projets qui prennent une dimension quand même très importante, donc c'est là que tout ce qui est fondation, mécénat, c'est un levier important. Mais encore une fois, comme c'est une recherche qui est quand même originale, visible, qui touche à des questions humaines importantes, voilà, on essaye aussi en communiquant bien grâce au travail d'Axel, on essaye au maximum de pouvoir embarquer avec nous des mécènes, des sponsors. Éventuellement aussi, peu à peu, on commence à avoir des industriels, c'est-à-dire des partenaires privés qui voient là un lieu d'expérimentation de télémédecine, de différentes technologies, etc. Intéressant. Donc, voilà, on est… Je précise qu'il n'y a quand même aucun, parce qu'on nous a déjà posé la question, aucun financement qui ne vient des coopératives ou des mines d'or en question à la Rinconada. On reste très indépendant sur ce point-là. J'en doutais, mais c'est très très bien de le dire, Axel. Moi, je fais une dernière remarque parce que j'ai appris plein de choses avec vous, avec le film que j'ai vu plusieurs fois. C'est génial. Et j'ai l'impression, en tout cas, ce que j'ignorais, c'est que la recherche française, qui est déjà donc pluridisciplinaire dans votre expédition, hein, c'est pas que du médical, c'est pas que du scientifique. La recherche française en hypoxie, en raréfaction d'oxygène, est assez en pointe quand même par rapport aux autres pays. On essaye, c'est notre travail qu'on essaye de pousser au maximum. C'est sûr qu'à travers des projets comme ça, et puis c'est vrai que c'est pas quand même le premier projet que mon équipe organise en altitude. On a y compris des lieux de recherche importants proche du Mont Blanc. On a organisé des expéditions en Himalaya également. Donc voilà, avec notre ville de Grenoble qui est au cœur des montagnes, je dirais qu'on a aussi une logique géographique pour avoir une compétence sur le milieu montagnard. Donc, on essaye d'assurer ce rôle-là de leader dans le domaine. Oui. Super. Écoutez, merci beaucoup. Hein. On a fini. J'invite les spectateurs et les visiteurs de ce site de revoir les films et de voir d'autres films que mentionnait Axel tout à l'heure sur les sites, hein, Expédition 5300, expédition5300.com. Merci, vous êtes passionnants. Et puis là, on passe vraiment du particulier parce que la Rinconada, c'est vraiment un trou perdu dans le monde, hein, comme j'ai pu en voir moi-même en Amazonie ou dans la Cordillère ou ailleurs. Et puis en même temps, votre propos, votre recherche, votre message d'espoir scientifique et humain, il est universel. Donc voilà, ce sont des expéditions comme on les aime, à la Société des explorateurs français, puis au Festival Terre d'ailleurs. Je vous dis à bientôt, je vous dis à demain. J'espère que vous serez des nôtres demain aussi, Samuel et Axel. En tout cas, restons en contact, c'était super. Et je vous dis salut. Merci. Avec plaisir. Merci. Bon Au revoir. festival. Merci beaucoup. Merci, au revoir.